Bonjour à toutes et bienvenue sur This is Our Maternity, le rendez-vous qui décomplexe votre maternité. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez social qui va traiter de la question de l'équilibre entre vie pro et vie perso lorsque l'on est maman. Parce que finalement, c'est une question qu'on est tour à tour amené à se poser, que l'on soit femme au foyer, que l'on soit salarié dans une entreprise ou que l'on soit entrepreneur. C'est une question qui est fondamentale en tant que maman. Et donc, je ne vais pas être la seule. Je vais être accompagnée. Je suis déjà Lucille. Pour me présenter pour celles qui viennent juste d'arriver, je suis Lucille. Je suis musicothérapeute clinicienne, experte auprès des femmes en situation de détresse maternelle et dans l'accompagnement de leurs enfants. Et à mes côtés, Annie, qui est coach en estime de soi au féminin, et Elodie, qui est accompagnatrice périnatale. Et toutes les trois, nous avons décidé de monter This is Our Maternity pour pouvoir faire entendre votre voix. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est que vous puissiez aussi échanger avec nous, que ce soit ici en vidéo, mais si vous êtes un petit peu trop timide, vous avez la possibilité de mettre vos commentaires et ce sera Elodie qui les lira à votre place pour faire entendre votre voix. L'idée de cette émission, c'est de faire entendre votre voix, que vous puissiez prendre soin de vous vous puissiez en conscience materner telle que vous le souhaitez, c'est-à-dire piocher de ci, de là, les astuces des unes et des autres, entendre aussi nos avis et nos conseils en tant qu'experts, et surtout que vous puissiez vous faire une idée. Donc, l'idée, c'est de déconstruire la maternité pour repartir sur des bonnes bases, les nôtres, celles qui nous appartiennent, les unes et les autres. Donc, on va commencer par ce sujet, équilibre vie pro et vie perso, et je vais laisser la main à Annie. Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre espace totalement dédié à la maternité, mais également du coup à notre rôle de femme, parce que une maman, c'est une femme aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec nos maternités et parfois aussi nos métiers, si on est entrepreneur ou si on est salarié. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise de vous exprimer. C'est vraiment le but de tout ça. Alors, comme le disait tout à l'heure Lucille, je suis coach en estime de soi et on va vous donner des outils pour vous sentir bien avec vous-même, pour vous sentir par la suite bien dans votre maternité et dans tous les autres domaines. Alors vraiment, c'est votre espace. Lâchez-vous, dites ce que vous avez à dire, tout simplement. Il n'y a pas de tabou, mais toujours dans le respect, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, se respecter les unes les autres. Il y aura forcément des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, mais si on veut créer des mouvements de sororité dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on s'exprime, dans lesquels on a le droit de pleurer, de rire, de tout exprimer, il faut qu'on se respecte les unes les autres. Bienvenue à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler vie pro et vie perso. Que vous inspire ce sujet, tout simplement, vous qui êtes présente? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, je ne sais pas, toi, si tu veux commencer, Lucille, ce que t'inspire ce sujet, ce que tu aimerais apporter comme information, comme conseil ou quoi que ce soit aux mamans. Ah, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré ce sujet. Il m'a fait penser à plusieurs choses. À la fois, en tant que maman, notre place en tant que femme, mère dans cette société, de comment est-ce que c'est considéré, de la place de la femme dans le travail aussi, de l'écart salarial aussi entre les hommes et les femmes, hein, parce que à partir d'un certain moment de l'année, finalement, bah, on est moins rémunéré que les hommes aussi, ou en tout cas, on fait, comme d'autres peuvent le dire, du travail un peu gratos. Donc, voilà, ça m'a inspiré beaucoup de choses de cet ordre-là, mais aussi la peur que l'on pouvait avoir lorsque, par exemple, on tombait enceinte et que du coup, on doit le dire, par exemple, à son patron. Je ne sais pas si vous avez essayé un peu, hein, lorsque vous étiez enceinte et que vous veniez de l'apprendre, de regarder un petit peu comment l'annoncer à son patron. Comment annoncer à ses collègues que l'on est enceinte et comment ne pas culpabiliser vis-à-vis de cela parce que bah, ça amène pas mal d'interrogations puis pas mal de jugements aussi dans le sens où bah, on va peut-être nous dire que ah bah là tu vas pouvoir profiter, tu vas prendre ton congé mais du coup on va peut-être travailler plus que toi comme si la femme en fait partait en vacances. C'est-à-dire que là elle est enceinte et finalement il y a cette espèce de retour de bon bah en gros c'est un boulet
le boulet qui fait qu'on va avoir plus de travail que les autres, celle qui va peut-être prendre son congé, alors en plus du congé maternité, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en plus, elle va peut-être prendre son congé parental par la suite, prendre soin de son bébé. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. C'est ce qui fait que ça m'a amené aussi à faire le métier aujourd'hui que je fais. C'est d'avoir des femmes qui viennent me dire, bah, notamment lorsque je travaillais dans les orchestres, bah, on a considéré en fait que j'étais partie en vacances. Un peu, voilà, il y a des femmes qui m'ont dit que, en fait, leurs collègues avaient pris leur cours ou voilà, qui s'étaient occupés des élèves au conservatoire ou ce genre de choses. Et ben, en fait, on avait considéré que bah, c'était pas nécessaire, hein, que c'est bon, elles pouvaient retourner en vacances. Alors que ce n'est pas être en vacances qu'être en congé parental. C'est simplement prendre un temps pour s'occuper de ses enfants. Et c'est là que ça questionne le fait de est-ce que lorsque du coup on est à la maison, lorsqu'on s'occupe de ses enfants, c'est un travail d'après vous? Alors déjà, pour moi, il faut être conscient que ce n'est pas parce qu'un travail n'est pas rémunéré que ce n'est pas un travail. Parce que beaucoup de parents maintenant, parce qu'il y a aussi des hommes, mais beaucoup de parents qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants sont débordés. Attention, on pense souvent que une fois que les enfants sont à l'école ou quand ils dorment, bah, c'est un petit peu la fiesta. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a les machines à gérer, les courses à faire, énormément de choses à entreprendre, sans compter que l'administratif, il attend toujours, hein. Je veux dire, quand on est à la maison, on sait qu'on a beaucoup d'administratifs. Donc, moi, je trouve que c'est dommage qu'encore en 2024, on puisse penser qu'un parent qui s'occupe de ses enfants est forcément un parent qui ne travaille pas. C'est du travail. Ce n'est pas parce qu'on ne touche pas de salaire que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que déjà, à partir de là, on comprend qu'il faut être limite surmené à en avoir par-dessus la tête pour être considéré comme quelqu'un d'actif. Mais dès lors qu'on est parent, on est actif. C'est une réalité. C'est fatigant de s'occuper de son enfant et c'est tout à fait normal. Donc, respectons cela, en fait. Peu importe le statut du parent, il est important de le respecter. C'est pas parce qu'un parent ne travaille pas qu'il ne mérite pas autant de respect que les autres. Maintenant, c'est vrai que quand la vie professionnelle intervient, c'est, on va dire, un peu plus compliqué, mais d'un point de vue organisation. C'est Oui. ça qui est plus compliqué. Ce n'est pas que c'est plus facile de rester à la maison, parce qu'il ne faut pas oublier que, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il y a beaucoup de parents qui restent à la maison, qui dépriment, parce qu'ils ne voient pas beaucoup de monde. Leur vie sociale, elle en prend un coup. C'est pas facile non plus. Le couple aussi en prend un coup. Également, Entre également, celui qui c'est pas travaille évident. et celui qui reste à la maison, qui des fois a l'impression de raconter un peu le même ronron et compagnie, alors que l'autre aussi, finalement, raconte le même ronron, hein, qui est du travail aussi. Mais du coup, il y a cette difficulté des fois d'interaction dans le couple et ça peut générer aussi des distensions et des séparations, notamment dans la première année de vie du bébé. Il y a beaucoup de choses qui se passent à cette période-là, qui est ultra importante. Et ça nous amène aussi peut-être sur le changement du congé parental aussi qui va arriver tout bientôt pour beaucoup de femmes et d'hommes et qui implique aussi ben, un impact sur le couple parental et sur la santé mentale, que ce soit du père ou de la mère, parce qu'il y a aussi des papas qui font de la dépression du postpartum. Et ça aussi, on n'en parle pas. Mais je vais laisser la main à Elodie, qui, je pense, a des retours en commentaire. Oui, déjà, je voulais un peu rebondir sur les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est à la maison, qu'on décide de s'occuper de ses enfants et donc de prendre un congé parental. Il y a aussi les exigences du partenaire qui parfois sont très, très élevées et ne correspondent pas forcément à la réalité des choses, quoi. Ils attendent du fait qu'on soit à la maison, que tout soit propre, tout soit nickel, tout soit rangé, que tout soit fait. Et en réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Je voulais lire le commentaire de Laura qui disait que si j'arrive à remonter, alors là.
Elle disait ici, c'était facile, j'étais dans une entreprise de femmes mamans, que du bonheur. Donc ça, en effet, ça peut être une réelle chance, mais il y a quand même des boîtes où parfois, ben, c'est des boîtes de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension malheureusement. Et après, elle a rajouté en disant, mon mari, lui, ça a été plus difficile, il avait peur du regard de ses employeurs et n'a pas osé prendre le temps qu'il aurait aimé prendre et le regrette maintenant. Et ça relève bien de la réalité des choses, je trouve. Il y a beaucoup de papas qui ont peur de s'investir dans la famille par rapport au regard des employeurs et des collègues aussi. Alors là, ici, ma question, Laura, parce que c'est toi qui a posé voilà, ce commentaire. Euh, du coup, c'était essentiellement au Canada ou est-ce que c'était en France? Parce que c'est vrai que là, on parle d'un truc social, une question sociale qui n'a pas forcément le même impact dans les différents pays, notamment de l'Union européenne ou autres. Hein, parce que lorsque l'on parle là-dessus, moi, ça m'a tout de suite fait penser, par exemple, à la Suède, à la Finlande, où c'est des questions qui ne se posent pas, en fait, de prendre un temps pour ses enfants. C'est même essentiel, c'est même constitutionnel de prendre du temps pour ses enfants. Et on ne verrait pas, par exemple, un papa rentrer à 20 heures le soir. C'est même très mal vu, en fait. C'est mieux de quitter le travail à 16h30, 17h pour pouvoir aller chercher les enfants. Ou alors, si les enfants sont malades, il n'y a aucune question possible. C'est des pays qui ont mis, par exemple, en place le télétravail déjà très, très tôt, bien avant le confinement, et qui font que la répartition des tâches, en sachant que c'est une société qui est fondamentalement basée aussi sur le fait d'être non-genré, donc d'avoir une éducation non-genrée dès le départ, et qui fait que autant les pères que les mères peuvent aussi s'occuper de leurs enfants et prendre un congé qui est relativement long. Et c'est pas forcément le cas en France, c'est pas forcément le cas aux États-Unis ou en Australie. Ou voilà, il y a pas mal de pays autour de nous où ça implique des difficultés en fait dans notre manière de faire et le regard aussi qu'on peut avoir sur les papas qui prennent des congés. Alors que dans les pays scandinaves, ça n'est pas une question. Mm. C'est tout à fait naturel. C'était ma question que j'apportais, Laura, là-dessus, s'il te plaît. Oui, pour te répondre, en fait, ici, c'est pas mal vu. Mais pourtant, c'est ici que ça s'est passé. Mais c'est plus mon mari qui a une mentalité de France et qui lui-même s'est formaté là-dedans en disant non, ça se fait pas, je viens d'arriver dans ce travail, il y a 6 mois, je peux pas m'autoriser. Donc c'est plus lui, sa perception personnelle, alors qu'au travail, quand il a annoncé, tout le monde était waouh, c'est génial, mais pourquoi tu prends pas tes 3 semaines au complet? Donc en fait, c'est plus lui du fait qu'il vient de France. Mais ici, c'est pas mal vu. D'accord, merci. Donc, on est bien dans une Très pensée intéressant. franco-française de ces choses, quand même, sur la manière et l'imaginaire collectif, dans cette façon qu'on peut avoir de se percevoir à travers l'éducation qu'on a reçue aussi et des codes sociaux. Ça répond aussi au conditionnement qu'on a pu avoir social sur sa place en tant que petit garçon, sa place en tant qu'homme et la place de la femme aussi. Euh, Moi, ça me fait penser aussi au tradwife, au mouvement là qu'il y a depuis un moment qu'on voit sur les réseaux sociaux, des femmes qui ont décidé d'être au foyer essentiellement, et là c'est bien en dehors du congé parental, c'est vraiment, vraiment de vivre une vie de femme au foyer pleinement et qui du coup décident aussi de montrer leur vie au quotidien. Alors on aime ou on n'aime pas ce mouvement-là, ce n'est pas la question, mais il faut savoir qu'en dehors des tradwives, il y a d'autres femmes qui sont au foyer et qui ne se disent pas forcément tradwife, mais qui font aussi face à ce type-là de jugement. Et on ne verrait pas forcément un père être au foyer. C'est d'ailleurs eux qui fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux. Les papas qu'on appelle papa gâteau ou papa chou, ou je ne sais plus quoi. Enfin, en tout cas, des papas qui se montrent en étant au foyer, qui finalement se spécialisent aussi pendant la grossesse de leur femme dans l'accompagnement. Il y a même des doulas hommes qui, du coup, commencent à exercer aussi ça. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup le buzz sur la toile parce que on n'entend pas forcément beaucoup parler d'hommes qui prennent le congé, notamment en France, ou qui décident de s'occuper pleinement de leurs enfants de cette manière-là. Et dans l'exception, c'est pas la même. C'est-à-dire que
sur les réseaux, on va considérer qu'un papa qui fait ça, c'est waouh, c'est extraordinaire, comme un papa qui va emmener ses enfants au parc, on va dire, mais c'est incroyable, mais c'est super, mais c'est voilà. Alors qu'une femme qui va faire ça, on va considérer que c'est tout à fait normal de le faire. Moi, ça me fait quand même me questionner sur la place de la femme dans notre société et le respect d'un des deux sexes, en fait, tout simplement, du deuxième sexe en lui-même. À Justement, savoir Laura, qu'on fêtait aussi l'anniversaire de Simone de Beauvoir il n'y a pas longtemps. justement, Laura disait, moi, ce qui est venu me chercher, c'est la phrase, alors ça y est, tu vas reprendre le travail. Pourquoi est-ce que maintenant c'est censé être la norme? Pourquoi des sous-entendus de ça y est, fini les vacances? Moi, j'ai toujours voulu être mère au foyer, c'est ce qui, je trouve, me correspond et je me sens valorisée dans ce rôle. Et je trouve ça assez dingue, en fait, qu'on ne cherche pas à comprendre comment la mère se sent bien, en fait. On lui impose des choses alors que la mère se sent peut-être pas bien dans cette situation-là. Je trouve ça Oui, assez dingue. parce que c'est la norme. Ouais. Donc, en fait, si tu es un triangle, mais que du coup, tout le monde est normé en carré, bah, tu ne rentres pas dedans. Mm. Et donc, on va Exactement. essayer, on va t'acculer hein, et te faire des reproches jour après jour. Ce serait bien, enfin, personnellement, je l'ai aussi vécu, hein, ce serait bien qu'elle reprenne le travail, ce serait bien qu'elle sorte de la maison, ce serait bien que ci, que ça. Et, euh, et finalement, moi, ce qui m'a convenu et ce qui me convient le plus, par exemple, c'est d'être, comme je le dis, femme au foyer entrepreneur Mm. tout simplement. Où du coup, bah, je prends soin de mes enfants et en même temps, j'ai mon entreprise que je monte qui est aussi un autre bébé parce que c'est aussi une Mhm. charge supplémentaire de monter une entreprise. C'est souvent Et négligé d'ailleurs. exactement. Et c'est aussi négligé. Et là aussi, la place de la femme entre guillemets au foyer entrepreneur, elle n'est pas forcément bien vue non plus et de chaque côté. C'est-à-dire que les femmes qui vont être au foyer pleinement peuvent aussi avoir ce regard qui est pas forcément dans la sororité, de voir une autre femme prendre la charge de se dire bah, je monte une entreprise et c'est compliqué. Et on a souvent ça aussi maintenant, hein. On le voit aussi passer Mhm. dans les informations, le fait que dès qu'il y en a une qui essaie de faire quelque chose, en fait, on puisse la tirer vers le bas parce que c'est la norme. Moi, ça me fait beaucoup penser au film Le sourire de Mona Lisa. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Julia Roberts, qui rentre dans une équipe. C'est un peu comme le cercle des poètes disparus, mais avec version Julia Roberts, qui est très Mhm. sympa et très intéressant, dans le sens où c'est une femme enseignante qui va enseigner dans un lycée de jeunes filles et qui, elle, a divorcé. Donc, un choix qui est pour l'époque, parce qu'on a à peu près la même époque que le cercle des poètes disparus qui est assez courageux de divorcer, de prendre pleinement sa vie en main et voilà, en tout cas de procéder de cette manière-là. Et elle se retrouve dans une école de jeunes femmes qui se préparent principalement à être femme au foyer et pas forcément à aller dans les universités, travailler, voilà, apprendre d'autres choses parce qu'elles sont peut-être passionnées par quelque chose et tout ça. Et finalement, donc, on voit se dérouler un peu les choses, comment elle se prépare à trouver le fameux bon mari et compagnie. Et puis petit à petit, et je trouve que la fin est intéressante, je vais quand même vous la raconter, vous la spoiler, tant pis, mais vous irez le voir parce que vraiment tout le déroulé est intéressant. Parce qu'on voit que le personnage de Julia Roberts attire aussi les femmes à finalement penser aussi Mhm. comme elle, et qu'à la fin, elle est confrontée à une femme qui est brillante, qui a de l'instruction et qui décide de devenir femme au foyer. Et du coup, le dernier moment, c'est pour essayer de la convaincre. Elle toque à sa porte, elle lui dit, mais enfin, avec les notes que tu as, avec l'instruction que tu as, tu pourrais aller faire de grandes universités, tu pourrais même rentrer à Harvard. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Elle dit, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi bien que vous? Qu'est-ce qui est moins finalement? D'être une femme instruite au foyer et de donner une bonne éducation à mes enfants et de pouvoir les intéresser et de participer à ma manière à la société? Ou est-ce que c'est de faire comme vous et de nier aussi le fait qu'il y ait une partie de la société qui existe de cette manière-là? Chacune a le droit, en définitive, la conclusion, c'était ça, c'est chacune a le droit d'exister et de coexister. Il n'y a pas une personne qui est mieux qu'une autre parce qu'elle a reçu de l'instruction, donc elle devrait aller dans la voie A. Si elle décide d'aller dans la voie B, c'est son choix.
C'est son choix. Elle fait entendre sa voix et elle a le droit. Et c'est vrai que le personnage de Julia Roberts réfléchit aussi là-dedans et finit par respecter aussi ça et se poser des questions par rapport à elle. Parce qu'elle pensait avoir déjà fait ses choix, mais là, elle va vraiment faire des choix en conscience aussi pour sa propre vie et peut-être ne pas enseigner de la même manière. Parce que chacune a le droit de penser comme elle le sent, en fait, de rester à la maison si elle a envie, de rester à la maison et de travailler, ou alors de pleinement travailler et selon aussi ses propres règles et ses propres valeurs, parce que ça touche aussi à nos propres valeurs et à nos propres besoins en tant que femme et en tant que maman. Comme celle qui n'a pas du tout envie et qui a envie de retourner travailler pleinement et voilà, qui fait autre chose. Et puis peut-être que c'est le papa qui va le faire aussi. C'est un choix de vie. Mais là, on est finalement dans le mépris de ces choix de vie, dans l'irrespect aussi de la parole C'est exactement ça. humaine. Voilà. Parce que, en fait, il faut être à sa propre écoute, dans le sens où c'est pas parce qu'on est mère au foyer, comme tu viens de raconter l'histoire, c'est pas parce qu'on est mère au foyer qu'on manque d'instruction. Alors que très souvent, les gens vont penser que si elle reste à la maison, c'est parce qu'elle n'est pas capable de trouver un emploi. Parce on considère encore que les personnes qui ont un emploi sont des personnes qui ont de l'instruction et les personnes qui ne travaillent pas n'ont pas d'instruction. Alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est juste que chacun fait ce qu'il veut de son instruction. Si tu as envie de rester à la maison pour justement faire les devoirs et ainsi de suite, c'est ton droit. Et si tu as envie de partager ton savoir avec des collègues ou avec tes clients, tu le fais. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et c'est là la grosse problématique, c'est que le jugement des autres a encore trop de poids sur les épaules des gens. Ouais. C'est ça qui est problématique. Alors que nous avons tous des aspirations totalement différentes. Et je pense que là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que déjà, au niveau de la loi, les femmes soient plus respectées, peu importe ce qu'elles font, qu'elles soient mères au foyer, qu'elles soient mamans entrepreneurs, qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, les plus mal vues, parce qu'on a l'impression qu'on fait semblant de travailler, en fait, alors que oui, on travaille. Qu'on trahit aussi. Moi, j'ai senti aussi ce côté de tu es en train de trahir. Récemment, j'ai reçu un message qui me disait, mais nous n'avons pas la même vision des choses. Parce que je considère que me lever le matin pour mon enfant et plier son linge et faire en sorte de m'occuper de lui, voilà, c'est la chose la plus importante au monde. Mais dans cette affirmation, c'est aussi finalement refuser le fait que je fasse aussi ça, que je le fasse aussi, et que je plie tout en temps le linge, que je décide de passer temps de qualité avec mes enfants, mais que je décide aussi que pour mon plein épanouissement et en fonction de ma propre histoire, je pense aussi que c'est important de le savoir. Moi, j'ai décidé de ça, mais parce que j'ai eu aussi, et ça fait partie aussi de mon métier, c'est-à-dire que j'ai eu aussi tour à tour des femmes, lorsque je n'étais pas encore musicothérapeute, qui sont venues me voir parce que il y avait celles qui disaient, bah, en fait, ma fille a commencé à faire du vélo, j'étais super contente et en fait, j'ai appris que ça faisait 6 mois qu'elle en faisait chez la nounou. Donc, je n'ai jamais vu ma fille faire du vélo pour la première fois. Et quand c'est une femme qui est à son bureau et qui est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas vu sa fille grandir, ça fait mal au cœur. Parce que du coup, elle ne s'est pas non plus laissé le choix de le faire. Elle ne s'est pas laissé le choix de le faire. Donc, toutes les premières fois, elle les a loupées. Et là, elle est arrivée à 50 ans avec une adolescente compliquée parce que leur relation, le lien, en fait, avait été très compliqué à mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe lorsque on va travailler, hein. Qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas ça. Mais pour elle, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais trouvé ça... Moi, je n'avais pas encore d'enfant et j'avais trouvé ça profondément triste. Et de l'autre côté, eh ben, on a aussi d'autres femmes qui du coup se disent qu'elles se laissent happer aussi par ce travail de maman. Et après, là, ça rentre aussi dans leur propre histoire personnelle de pourquoi est-ce que tu le fais de telle ou telle manière. On peut le faire, en fait, je pense que dans les deux cas, on peut le faire de manière saine, hein, que ce soit travailler ou pas travailler ou rester à la maison, ou voilà. Mais pour moi, ça questionne aussi pourquoi est-ce que tu veux ça absolument? Parce que nos enfants, dans les premiers temps, on est d'accord, les enfants sont amenés à grandir. J'arrête pas de le dire. Les enfants grandissent. Voilà, on reste pas qu'avec des bébés ou avec des enfants et compagnie. Ils vont être ados. À 14 ans, ils vont sûrement demander à être émancipés. Plus tard, à 16 ans, ils vont encore plus s'émanciper. Et puis après, partir de la maison. Et une fois qu'ils sont partis de la maison, comment ça se passe si ta vie n'a fait que tourner autour de tes enfants? Ouais, c'est ça.
Je ne dis pas quelque chose de mauvais, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais de rester avec ses enfants. Mhm. C'est bien un choix que j'ai fait. Mais le choix Ouais. que j'ai fait aussi, c'est d'avoir cette entreprise parce que l'entreprise, elle reste aussi avec moi d'une certaine manière. Vous voyez, Mhm. je la fais grandir. Ça me Parfait. permet aussi de me préparer psychologiquement parce que j'ai eu aussi d'autres femmes dans ma famille, plus jeunes, plus vieilles, mais qui, elles, n'arrivaient pas à se faire et qui développaient un syndrome du nid vide. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant n'est plus là, on Ouais, perd tous nos repères. Une fois que l'enfant part, on perd tous nos repères et on ne sait plus quoi faire. Et on se retrouve dans notre couple avec une personne qu'on a côtoyée, mais finalement, on ne sait pas trop et on ne s'est jamais retrouvé seul avec. exactement. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On s'est jamais retrouvé seul avec. Là, les enfants sont partis. Là aussi, on parle aussi des divorces, des taux de divorce, juste après que les Mhm. enfants soient partis de la maison. C'est très compliqué. Alors que finalement, en développant quelque chose, mais ça peut être une entreprise comme ça peut être de se mettre dans une association, de faire Mhm. partie de la vie sociale, en fait. Moi, c'est mon Ouais. travail aussi, ce que je développe dans mes programmes, c'est comment est-ce que vous continuez à faire partie de la vie sociale. Tu en parlais, Annie, aussi, hein, de ça, de se retrouver finalement isolé. Comment est-ce que tu déploies quand même ton cercle pour que tes enfants aussi en bénéficient? C'est-à-dire qu'en développant ton cercle, ben, même s'ils restent avec toi, ben, en fait, du coup, ils bénéficient aussi de ces relations et de cet exemple aussi d'aller vers les autres pour aller tisser des liens. Parce que, je le rappelle, le lien social est ultra important. Hein, ça peut même faire augmenter le temps de vie. Hein. Donc, à un moment donné, c'est quelque Parfait. chose qui n'est pas négligeable. Donc, voilà, moi, ça fait partie des questions et des retours et qui font qu'aujourd'hui, j'en suis là aussi en tant que maman entrepreneur. Mhm. Mais ça me fait justement penser à ce qui s'est passé durant le confinement. Toutes les familles qui se sont retrouvées pour la première fois à rester tout le temps ensemble chez eux, pas en vacances, et finalement de se découvrir. Donc, on voyait les commentaires de plusieurs personnes qui disaient, tiens, j'ai l'impression d'être avec des étrangers dans ma maison, alors qu'on fait partie d'une même famille. C'est vrai que cette question, c'est vraiment très important et je pense que, enfin, nous, maintenant qu'on est parents, on devrait vraiment préparer nos enfants à se la poser parce que quand tu n'as pas d'enfant, quand tu regardes ton fonctionnement, tu gères énormément des choses et quand tu deviens maman, enfin, déjà, tu as ta condition de femme qui change, puis tu as ton statut de maman, puis tu as ton instinct maternel. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être passer au second degré et tout ça, c'est dommage qu'on n'en parle jamais. Quand on regarde d'autres femmes, on a l'impression que, voilà, elles sont en train de gérer, elles sont fortes, elles sont courageuses parce qu'elles n'en parlent pas, que ça soit des collègues, hein, ou même, des personnes de notre entourage. Mais quand on y est, on a l'impression qu'on est la première personne, à le vivre. Finalement, tu te dis, enfin: «Je suis prête à tout pour mon enfant», sachant que parfois on a des mamans qui ont des enfants qui sont souvent très malades, d'autres qui sont moins malades et puis ça dépend aussi si c'est le premier ou le deuxième. Déjà, quand tu as le deuxième, il est complètement différent du deuxième et ça suscite vraiment, à se poser énormément de questions. C'est pour ça que j'aime beaucoup, ce côté des réseaux sociaux qui nous permet quand même de voir que tiens, il y a d'autres réalités qui existent et le fait qu'il y a des mamans qui partagent aussi ça et ça fait plaisir. On se dit: «Tiens, on n'est pas folles». Par exemple, pour les mamans qui veulent être entrepreneurs chez elles à la maison, on se dit: «Bah, tu restes une femme, en fait». Tu restes une femme, tu choisis de travailler ou pas, mais tu es une femme parce qu'il y a toujours, ce conflit, hein, qu'on voit entre celles qui restent à la maison ou celles qui travaillent, qui disent: «Oui, mais non, on fait les 2, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de la maison, on travaille en même temps». Mais il y a un conflit, enfin, qui n'a même pas lieu d'être parce que comme tu disais, Lucille, chacune doit faire en fonction de son histoire et on doit arrêter de se sentir obligé de suivre, la société, obligé de suivre les normes parce que, il y a énormément de mamans aussi qui ne voient pas qui ne voient pas leurs enfants grandir. Quand il faut aller aux activités, ben, tu ne peux plus prendre de congé parce que tu en as trop pris à cause de tes enfants. Donc il y a beaucoup aussi qui passent à côté de cette vie-là, cette vie familiale qu'elles auraient voulu avoir, mais qu'elles s'interdisent, à cause de bon, de leurs propres raisons. Donc, on devrait vraiment se questionner là-dessus pour voir un peu, qu'est-ce qui est le mieux, en fait? Qu'est-ce qui est le mieux pour chaque femme? Qu'est-ce que chaque femme pourrait mettre en place pour trouver, un équilibre?
Parce que c'est vrai que, comme Elodie le disait, il y a aussi toute cette question des conjoints aussi, de pouvoir se mettre d'accord. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on trouve que ça colle ou pas? Donc, c'est vraiment très important parce que quand on voit aussi le nombre de mamans en dépression, enfin, c'est très parlant. C'est comme aujourd'hui qu'on dit, oui, il y a trop de coachs et tout ça. Moi, je dis toujours, s'il y a énormément de coachs, ça veut dire qu'il y a la demande. Ça veut dire qu'il y a le besoin. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin. Si on met le coach à côté, je dis, mais c'est parce qu'il y a ce besoin-là. On a besoin de guérison, on a besoin de parler, on a besoin de quelqu'un qui peut nous écouter. Pas une qui va me dire, oui, mais bon, toi, t'es fainéante, hein. Ou bien quand tu peux t'occuper de tes enfants, oh là là, mais tu en fais trop, hein. Nous tous, on est maman, mais toi, tu exagères. Mhm. C'est comme moi, par exemple, à la base, je voulais faire beaucoup, beaucoup d'enfants parce que je viens d'une très grande famille. Et je me rappelle, en discutant avec ma mère, elle a fait beaucoup d'enfants. Elle m'a dit, quand tu as plein, plein d'enfants, bon, chez les Africains, il y en a beaucoup, beaucoup. Elle me dit, tu dois bien réfléchir. Parce que parfois, tu vas passer du temps à t'occuper de tes enfants. Maintenant, c'est à toi de voir, en fait, ce que tu veux réellement pour pouvoir trouver ton équilibre personnel. Et moi, maintenant, quand je me regarde en tant que maman, je me dis, j'ai envie d'être là, OK, physiquement, mais surtout d'être là aussi moralement pour mes enfants. Émotionnellement, j'ai envie d'être là, d'être présent pour eux. Ne pas seulement se dire, allez, je suis ta maman, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis. Non, je me dis, j'ai envie d'être plus que ça. Et quand on regarde un peu notre société, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'y pense pas forcément. On se dit, allez, ils vont à l'école, ils sont propres et c'est bon. Mais moi, je veux plus que ça. Quand je regarde la manière dont notre société évolue, je pense les enfants ont beaucoup besoin des parents aussi. Ils ont vraiment besoin qu'on soit présent. Donc, c'est toutes ces questions en fait qu'on doit vraiment se poser pour pouvoir retrouver notre propre équilibre et surtout arrêter de s'interdire le style de vie qui nous convient. Donc, c'est vraiment ça. Il y a un Super. paradoxe, Merci, Marca. il y a un paradoxe, merci Marca. Il y a un paradoxe aussi sur les réseaux sociaux, c'est que avant on avait les forums, vous savez. On avait les forums et dès qu'on se posait une question, on allait sur les forums. Alors ça répondait tout et n'importe quoi finalement à Ouais. la fin. Les forums, on se disait, bon, de toute façon, on va y trouver des trucs. À chaque fois, on était plus alarmé qu'autre chose, mais on y trouvait aussi des groupes de soutien. euh, voilà, de soutien, bah, tu vois, t'en parles, Élodie, mais de soutien émotionnel, effectivement. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux. C'est des femmes, des tranches de vie. Alors, des fois, un peu romancées et compagnie, parce qu'on ne montre qu'une façade. Et ça égratigne un peu, tu me diras, Annie, si je me trompe, mais la confiance en soi et l'estime de soi aussi, d'avoir ces images de maman parfaite ou Mhm. de maman déprimée au quotidien. J'en vois aussi qui sont en train de pleurer hein, en permanence ou de ne pas être bien et compagnie et qui peut-être auraient besoin d'aide, mais qui du coup ben, se raccrochent aux réseaux sociaux pour pouvoir avancer dans leur vie. Donc il y a les deux cas aussi qui sont très particuliers et auxquels il faut prêter vraiment attention. Euh, Mhm. le temps qu'on va passer sur les réseaux aussi. Mais il y a aussi autre chose qui a émergé dans notre société, c'est l'infopreneuriat, en fait, tout simplement. Le Mais fait de oui, pouvoir avoir développé des activités comme ça qui fassent que on sort, finalement, on sort pas de la maison, mais on sort un peu ben oui, de chez nous d'une certaine manière tout à pour fait. pouvoir développer son activité tout en gardant cet équilibre-là entre la vie pro et la vie perso, ce qui n'est pas forcément facile, mais qui permet quand même d'avoir une ouverture certaine là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore pris au sérieux, oui, effectivement, par rapport à une femme entrepreneur qui va aller vers l'extérieur ou un homme entrepreneur ou un homme salarié, tout court. Il y a beaucoup de choses dont on entend parler aussi, ou des femmes qui font je ne sais plus combien de vues, qui gagnent très très bien leur vie et qui finalement, quand elles se retrouvent dans les repas de famille et autres, bah en fait, ah oui, toi tu fais le truc sur Internet, c'est ça. Et c'est pas forcément le même discours qu'on aura pour un homme. Il ne fait pas un truc sur Internet, par exemple. Il va faire son travail. Ah, tu développes une start-up, tu fais quelque chose comme ça. Mais lorsque c'est Exactement. une femme, il y a la créatrice de couches bio éco-responsables, je sais plus si vous,
June, c'est ça qu'elle s'appelle, hein, je crois, cette marque, voilà, qui en parlait justement. Elle a écrit un livre là-dessus, justement, sur comment est-ce qu'elle conciliait sa vie pro et sa vie perso, et de comment c'était perçu déjà au départ, parce qu'elle a commencé la marque de couches sans être maman. Donc déjà, ce dont on parlait d'être jugée, elle a été jugée par les mamans et par les journalistes aussi qui sont venus lui dire, mais alors tu lances une marque de couches, mais en fait t'es pas maman, donc de quoi tu parles? Et qu'elle a dit, bah en fait j'ai envie de le faire parce que je vois les autres mamans, parce que j'entends leurs paroles et qu'elles ont besoin de ça et de traçabilité et de savoir où ça se passe. Et que pour pouvoir couper court à toute cette forme de questions, parce qu'elle était entrepreneur et qu'elle n'avait pas encore d'enfant, elle a dit non, pas pour le moment. Et c'était la réponse. Elle avait vraiment dû se faire coacher, hein, pour le coup, se faire coacher en communication pour pouvoir couper court à toute discussion sur le fait qu'elle n'ait pas encore d'enfant. Et lorsqu'elle avait son enfant, lorsqu'elle a eu Mhm. son bébé, c'était, mais alors du coup maintenant, vous allez un petit peu vous calmer. Ah non, je vais faire une levée de fonds et puis tout ça. Donc, et finalement, au sein de son entreprise, bah, elle a pu gérer les choses, pousser les bureaux, faire en sorte de créer une nurserie à l'intérieur. Mais de l'autre côté, il y avait toujours quand même cette croyance et elle a dû montrer davantage sa vie de maman Mhm. perso et sa vie pro pour pouvoir comprendre que c'était possible de concilier, mais c'était selon ses propres choix aussi. Donc même dans les femmes qui atteignent des sphères qui sont assez hautes, dont on entend parler, c'est quand même pas assez valorisé non plus. Cette tâche. Et ça, c'est vraiment dommage en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus, peut-être, parce que je sais qu'on est plusieurs à être dans ce cas-là. Alors, je vais juste rebondir sur ce dont parlait Marca tout à l'heure. Donc, le fait que certaines mamans montrent leur quotidien, que ça peut aider les autres. Oui, en effet, ça peut aider. Par contre, j'avoue que moi, j'ai un petit peu de mal et j'invite à faire attention à ces comptes où on ne parle que de sa famille, c'est-à-dire qu'on présente des moments familiaux, etc. Parce que très, très vite, ça tourne à l'obsession pour ces parents-là de montrer, par exemple, si c'est une vidéo qui a été drôle, qui est devenue virale, et ben, il faut vouloir montrer tous les moments drôles de leur vie avec leurs enfants sur les réseaux et ça devient vite de la mise en scène, en fait. Et sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, on ne montre que ce qu'on veut. On ne montre pas tout. Donc, du coup, ça a un côté qui est un peu pervers. Donc, il faut quand même faire un minimum attention à tout ça. Alors, Bien sûr, on peut s'inspirer. Pardon? même en choisissant, pardon, excuse-moi de te couper, parce que Marca a dit oui, il faut bien choisir les comptes, mais même en choisissant les comptes, on ne sait pas, on ne se connaît pas sur les Exactement. réseaux sociaux, on ne se connaît Donc, il ne pas. faut pas s'en inspirer. Il faut Voilà. certes prendre ce qu'il y a à prendre, mais ne pas pour autant tout prendre au mot. Oui, Il faut oui. démocratiser, bien sûr, le fait que Mhm. la vie de maman, c'est pas parfait, mais Ouais. moi, je suis pour le faire de façon saine. Et je trouve que sur les réseaux, ça a basculé dans le voyeurisme, Mhm. malheureusement. Et Tout à c'est pour fait. ça que certaines sont arrivées avec de bonnes intentions, hein, bien sûr, Mhm. mais au final, ça n'aide pas les mamans qu'elles ont voulu aider et elles-mêmes, ça Ouais. ne les aide pas parce qu'elles prennent ça tellement à cœur Mhm. qu'elles n'ont plus de réelle vie de famille. Elles n'ont que la vie de famille réseau au bout d'un moment. Elles sont obsédées par ça. Donc, Il y a une il vidéo qui est faut passée faire là-dessus, hein. attention. Il y a une Oui. vidéo qui est passée là-dessus où c'est un enfant qui a été généré par l'IA. Comment dire? C'était une petite fille. Ils ont pris la photo et ils l'ont fait grandir. Et en fait, cet enfant a parlé à ses parents Mhm. qui faisaient beaucoup de vidéos d'elle, de photos d'elle et compagnie, et qui leur disait, mais mon image n'est pas à vendre et le temps que l'on doit passer ensemble doit être un temps de qualité aussi. Mhm. Donc, moi, je questionne bien ça aussi parce que ce qu'on ne voit pas derrière les vidéos, c'est peut-être aussi les enfants à qui on a dit 10 000 fois, prends la pause, montre-moi Ouais, ça, fais ouais, comme ça. ouais. Je Tout ne à parle pas fait. des Exactement. enfants avec le challenge où on leur cassait un œuf sur la tête aussi, alors que Ah là là. c'est une Ouais. tradition. Non, mais moi, ça, par contre, c'était quelque chose que j'ai trouvé très ambivalent. Parce qu'en fait, Ouais. ça fait partie d'une tradition où l'enfant, normalement, est au courant, c'est pour souhaiter bonne chance et compagnie, et hop, il fait un bisou et on casse l'œuf pour lui souhaiter bonne chance. Mhm. J'avais appris ça dans le livre Maman du monde aussi. Et donc, bon, bah, chacun aussi a sa manière, sa culture et tout ça. Mais là où ça m'a semblé vraiment, vraiment douteux, c'est lorsque d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de cette culture-là, qui n'ont pas grandi dans cette culture-là, Mhm. le Ouais. font. Mais du coup, ça se transforme plus en tradition, mais en violence éducative ordinaire.
Ben ouais, On ne demande pas le consentement de l'enfant. J'ai vu la Exactement. première vidéo où le consentement est demandé et hop, les autres, où en fait, il n'y a plus de consentement, où en fait, on détourne Mhm, l'attention de l'enfant, il se retrouve avec un œuf cassé sur la tête, et ça, on trouve ça drôle, et on a des parents, ses propres parents, et ça, je trouve ça vraiment horrible, ses propres parents qui sont en train de rire de nous avoir violentés et de rigoler. Là, c'est un peu compliqué. Et ça, on n'en parle pas. Alors après, ça devient viral parce que oui, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais c'est ultra violent. Je me suis bien retenue de verbaliser là-dessus. Je préfère être en mhm, conscience avec mes patients au cabinet pour pouvoir discuter de ce genre de choses. Mais voilà ce qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux. Voilà aussi ce qui est déployé. D'autres choses hein, pendant le confinement sur le fait qu'il y avait des vidéos, enfin des photos aussi où les parents disaient oh bah du coup comment est-ce qu'on va faire pour travailler, comment est-ce qu'on va faire pour être tranquille, et on voyait un dessin avec une maman qui travaillait qui disait oh ça se passe très très bien en costard, et puis les enfants qui étaient bâillonnés attachés au sol. Moi je l'ai vu passer un certain nombre de fois cette photo et puis des vidéos aussi avec des commentaires où on trouvait ça normal de montrer ça au 21e siècle. Moi je suis pas du tout d'accord. On fait chacun nos choix, mais du coup, à un moment donné, là, on se retrouve dans une situation extrême où on est confinés les uns avec les autres. Ça aurait été du coup le moment de réquestionner les liens qu'on avait les uns avec les autres, de ne pas se dire ces étrangers-là qui vont nous déranger à la maison et compagnie, parce que même aux mhm. enfants, moi j'ai eu des enfants en crise dans mon cabinet parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé, personne ne leur avait expliqué et ils se voyaient les choses imposées, et il y avait beaucoup, beaucoup d'adultes qui parlaient à leur place de comment ça devait être fait. Donc, mhm, sur les réseaux, effectivement, il y a à prendre et à laisser. C'est pas les comptes en eux-mêmes, c'est comment est-ce que faire appel à votre conscience et à votre voilà, réflexion. Est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas pour vous de voir ça? Et si ça ne l'est pas, coupez. Coupez oui, Exactement. simplement. C'est être oui, plus à son écoute et à l'écoute voilà, de c'est ça. l'enfant, parce que bien sûr, on Mm. parle du parent, mais Mhm, un parent avec un enfant qui n'est pas forcément bien dans sa peau, ou alors l'inverse, dans les deux cas, au bout d'un moment, ça ne matche plus. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit à son écoute et pas mhm, à l'écoute de la demande de performance de ouais, l'extérieur. Parce que très Mm. souvent, c'est ça aussi qui pose problème, c'est qu'au lieu de faire ce qui est bon pour soi ou pour ses enfants, on va être dans la quête de performance aux yeux des autres. mhm. Donc, Exact. vraiment faire attention à tout cela. Je pense que tu voulais dire quelque chose, Marca? Oui, 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 justement, moi j'alerte justement les parents par rapport à ça. S'inspirer, oui, mais faire attention, parce que ce qui se passe, c'est que quand on est une maman, comme tu disais, au début, tu as des bonnes intentions, et très souvent, on a plusieurs qui sont sollicités, en fait, par des agences. Donc, c'est les agences, en fait, qui vont vous guider, vous demander de créer tel ou tel contenu. En fait, votre maison, ce ne sont plus les vidéos normales, ça devient des moments de shooting, en fait, à créer. Donc, il y a des jours de tournage. C'est là que ça devient compliqué, même pour la maman et pour la famille. Ben, ta vie tourne autour de ça. Du coup, on n'a plus ce côté authentique. C'est pour ça qu'on a tout le monde, voilà, tout le monde va se casser les œufs sur la tête. Tout le monde va faire telle ou telle vidéo. Donc, on perd cette authenticité-là. Après, on sait le voir, hein. Quand ça force un peu, quand c'est pas authentique, on sait le voir. Et quand on voit qu'il y a des choses qu'on ne sent plus, enfin, voilà, on n'est plus obligé de suivre, en fait. Voilà, donc c'est ça que je voulais rajouter, parce que j'ai vu plusieurs mamans hein, où les comptes, ben, ça devient un peu, voilà, n'importe quoi. C'est les agents qui Alors, gèrent pour pouvoir faire des vues. Il alors, faut à ce faire telle ou compte-là, en telle plus, vidéo. Et ça, c'est à horrible, ce surtout compte-là, pour les enfants aussi. oui. Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que si c'est pris par des agents, ça veut dire que du coup, c'est du spectacle. Donc, est-ce que les enfants ont des contrats? Parce qu'il y a un temps pour les enfants de travail hebdomadaire hein, Ah qui oui, est c'est du mis travail. normalement, voilà, donc ces enfants-là, est-ce que c'est un contrat qui est essentiellement passé avec les parents? Dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de réglementation pour les enfants, ou est-ce qu'il y a un contrat aussi passé avec les enfants qui fait que du coup, spécifiquement, ils ne peuvent être filmés que tant de temps dans la journée, et du coup, ils ont la possibilité le reste du temps d'être des enfants, en fait, de pas faire ce genre de choses. Ça se voit dans le monde du spectacle. Donc Ben oui. voilà, quand ils font des comédies musicales, quand ils font des films, il y a des contrats spécifiques et du temps de travail. Pour les enfants qui ne Mhm, peuvent pas travailler, je pense que ça ne peut pas excéder 6 heures, hein, il me semble, par semaine de travail. Il faut qu'il y ait plusieurs doublures, qu'il y ait plusieurs. Là, on a plusieurs enfants, donc comment ça se passe? Et donc, de scénariser de cette manière-là, je ne suis pas forcément
en accord là-dessus et ça se voit sans voir, quoi. Il y en a qui le font très très bien. C'est quand même compliqué. Puis moi, j'aimerais ajouter aussi que les réseaux sociaux ne sont pas un cabinet de thérapie ou de coaching. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des coachs, mais si on y est, et effectivement s'il y a de la demande, c'est peut-être parce que vous recherchez ça ou parce que Ouais. on a vu qu'il y avait cette possibilité-là et que à Mhm. la fin, ça devient aussi, c'est pour ça que je parlais des forums tout à l'heure, mais ça devient un espèce de confessionnel permanent de son mal-être, alors que Ouais. peut-être on aurait besoin, là, on est en détresse et on aurait besoin d'être aidé par des professionnels, mais on n'ose pas. On Ouais. n'ose pas parce que du coup, on a ce besoin de reconnaissance, parce qu'on a cette baisse d'estime de soi et parce qu'on aurait Mhm. l'impression de se perdre et que tout risquerait de dégringoler à l'intérieur de soi si finalement on découvrait que derrière les jolies tasses, le joli packaging mis un peu partout, et ben en Mhm. fait, c'était pas aussi joli que ça. Et ça demande du temps en plus de son travail là-dessus. Donc, c'est pareil. Et lorsque du coup on fait ce travail-là, c'est l'équilibre entre justement son perso, qui aura peut-être besoin d'aide, Mhm. et sa vie pro, où peut-être on influence, on fait telle ou telle chose, on a son entreprise, comment ça se passe. Et ça aussi, ça nécessite d'être équilibré. Donc, bien faire attention à ce qu'on voit, effectivement. Exactement, parce que malheureusement, beaucoup de gens sont plus axés mimétisme que Mhm. axés solution. Donc, Voilà. on voit une vidéo d'une maman qui nous ressemble un peu. Ah, ben tiens, c'est marrant. Donc, du coup, on fait Oui, grimper son nombre d'abonnés, on like toutes ses voilà. vidéos et ainsi de suite. Alors que si on a regardé la vidéo, dans le fond, comme tu dis, c'est qu'on a une problématique. Mhm. Donc, pourquoi ne pas plutôt s'orienter vers une thérapie, vers un coaching, et puis trouver des solutions qui vont faire que, au lieu de se distraire et au final rester dans son cercle vicieux, en fait. C'est Mm. ça qu'il faut se poser aussi comme question. C'est pourquoi est-ce que encore en 2024, c'est difficile d'oser aller vers une thérapie ou vers un coaching pour rééquilibrer les choses. Parce que même lorsqu'on sait comment on veut vivre, il y a un moment où il faut un rééquilibrage. Parce que tu le disais très bien tout à l'heure, les enfants grandissent. Donc forcément, la vie de famille, elle change. Le rapport travail, vie personnelle change aussi. Pourquoi ne pas aller vers ce qui peut réellement nous faire du bien au lieu de passer son temps à se distraire? Donc là, c'est vraiment un phénomène sociétal, en fait. Oui. Et toi, tu disais, Elodie, du coup, je te vois en commentaire. Mais tu es censée porter la voix des gens, hein, si tu... J'essaie de créer un échange en commentaire. tu vois ça. Mais ce qu'elle a dit en commentaire, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que j'ai déjà suivi une formation justement sur les droits à l'image et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que, bon, soit les gens l'ignorent, soit ils font un peu la politique de l'autruche, soit ils s'en fichent un peu parce que parfois c'est quand même dans les excès. Parce que parfois il y a des images qu'on voit, des situations dans lesquelles les enfants se retrouvent, qui font que quand ils seront adultes, ils ne seront peut-être pas contents de voir ça. Parce que parfois on peut tellement partager ces petits moments drôles et tout ça, mais quand on regarde au fond, ben, c'est pas aussi drôle que ça. Même si ça fait du buzz et tout ça, même si on rigole, parfois il y a des dérives. Et par rapport à ce que tu disais, Annie, tout à l'heure, là, 'fin, du coup, on doit aussi faire attention parce qu'on est là, on va juste suivre les différents mouvements, les différents buzz qu'il y a, mais finalement, 'fin, ça ne sert plus. Et l'autre problème aussi, hein, et que je pense que, bon, moi je sensibilise toujours de mon côté, et que peu importe ce que tu fais sur les réseaux, le problème est que même quand tu fais des erreurs, il y a des gens qui vont t'encourager, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, oui, ma belle, tu es forte. Il y a beaucoup de femmes comme ça. On voit qu'elles ne vont Mm. pas bien. On voit qu'il y a un sérieux mal-être, mais elles vont se mettre à faire des vidéos étranges, des choses étranges, mais on va les encourager. Ah, tu ne te laisses pas faire, tu oses enfin t'affirmer, alors qu'elle est en train de s'enfoncer, mais elle aura une partie de personnes qui vont l'encourager. Du coup, elle ne va pas forcément se dire qu'elle a peut-être besoin d'aller voir une thérapeute, quelqu'un qui va l'aider. Et on a toujours ces fléaux où les gens disent, oui, il est jaloux. On voit beaucoup ça, hein. Quand on essaie de donner un conseil, oui, il y a les gens qui sont jaloux et tout ça. Alors que moi, je dis sérieusement, quand on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. On a besoin de quelqu'un à qui parler, à qui se confier. Et
faut pas se gêner, en fait. Faut pas se gêner Ouais. dès qu'on en a vraiment besoin. Mais on a peur de ça aussi. On a peur de Ah vraiment oui, aller oui. dire les choses. Et notamment parce qu'il y a cette pression aussi de ne pas se sentir à la hauteur. C'est-à-dire que dans le choix qu'on fait, que là on a parlé à la maison plus travail, travail à l'extérieur et compagnie, ça implique quand même d'avoir un manteau de maman différent, mais Mhm. avec des poils plus ou moins longs qui nous laissent un petit peu au sol, voilà, qui sont un peu compliqués, quoi. Ce manteau de la mère, il n'est pas forcément évident à porter, et donc du coup, qu'on puisse voir qu'il n'est pas aussi beau et aussi scintillant que ce qu'on aimerait, et ben c'est pas évident à montrer, et souvent c'est la culpabilité et la honte qui l'emportent, parce que déjà, de sa propre compréhension, on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que ça ne va pas. Et lorsqu'on a compris, eh ben, on n'assume pas aussi que ça aille mal, et donc du coup d'en faire part. Et puis comme le disait Elodie, après avec l'exigence aussi du coparent qui peut ne pas Mhm. comprendre et entendre que ça ne soit pas convenable, que ça puisse ne pas nous aller ou quoi que ce soit Mhm. aussi. Donc là, ça questionne beaucoup la relation et de pourquoi est-ce on s'est mise dans cette relation aussi avec la personne. Ça questionne le style d'attachement et donc Ouais. l'histoire de la femme en elle-même. Dans tous ces choix Exactement. d'équilibre, on tourne un peu autour parce que si on fait que parler de l'égalité homme-femme, de l'équité, voilà, moi je pense qu'il faut aller aussi au cœur de l'histoire même des Tout à personnes fait. Mhm. et comprendre que c'est plus profond que ça. Ouais. Lorsqu'une femme, que ce soit dans son travail ou ailleurs, va se démener et aller à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et sans se laisser de répit, moi, je questionne aussi et souvent on me dit: «Ah mais mes parents étaient peut-être entrepreneurs. Ah mes parents travaillaient beaucoup, beaucoup, ils ont privilégié leur carrière, donc moi quand je travaille». Il y a celles qui choisissent du coup de faire Mhm. totalement l'inverse, Mhm. Tout à et il y a fait. celles aussi qui choisissent de continuer à être dans la roue du hamster et du coup Ouais. de se fatiguer Mhm. et de transmettre. Exactement. Et donc du coup dans le style d'attachement, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, à part si on en a conscience, et si on en a conscience, Ouais. on peut l'arrêter. On a cette possibilité-là. Simplement, ça demande un peu plus de courage, d'une certaine manière, d'aller pousser la porte d'un cabinet, de discuter, de déconstruire ce genre de choses, comme ça vous demande aussi du courage de venir sur This is Our Maternity de cette manière-là aussi, et d'entretenir de déconstruire les choses à nos côtés, parce que c'est pas évident de dire exactement ce qu'on a ressenti. Exactement. Mais pour rebondir sur cette notion de performance, combien de mamans ont cherché à demander de l'aide ou tout simplement une épaule pour les écouter dans leur entourage et se sont pris en pleine figure la réflexion, bah, c'est toi qui as choisi. Ouais. Donc, imaginez T'as un peu envoyé. ces femmes-là. C'est des femmes que je reçois très, très souvent, en fait, en coaching, parce que elles ont du coup essayé de maintenir le cap pour qu'on ne leur sorte plus cette réflexion, mais au bout d'un moment, bah, elles se sont retrouvées écroulées au sol, en fait, Mhm. parce que ces réflexions sont affreuses. C'est vraiment, bah, c'est ta faute si tu vas mal, donc débrouille-toi, tais-toi si tu souffres, en fait. Comme, Et comme Mhm. si ça le n'aide fait pas de du tout. choisir, comme si le fait de choisir, Mmh. euh, tu devais accepter de souffrir, quoi. Enfin, d'être en difficulté, de Exactement. souffrir et de subir. Alors que non, c'est pas parce qu'on choisit que on va pas rencontrer des difficultés et qu'on n'aura pas besoin d'aide. Enfin, Ouais. C'est ça, c'est Exactement. Et comme puis si tu étais surtout, vraiment faible. oui, je te laisse finir, Marca, je rebondirai après. Oui. Non, je rebondissais sur ce que, enfin, Elodie et toi disiez. C'est comme si tu étais une maman faible, en fait, mm, qui ne parvenait pas à s'en sortir. Mhm. Alors que, 'fin, on a le droit d'être faible aussi. Moi, c'est vrai que j'ai mis un peu du temps à le comprendre. Ben, on a le droit d'être faible à certains moments quand on est fatigué. C'est humain, mais comme on est beaucoup entraîné à toujours montrer ce côté fort. C'est là que finalement on tombe dans son propre piège et qu'on a Mhm. certaines mamans qui n'ont pas forcément le courage de venir demander de l'aide parce que si tu as un entourage qui te dit mais tiens, comment ça se fait que tu n'arrives pas, toi, t'as qu'un seul enfant, déjà tu ne t'en sors pas avec un seul. Regarde moi, j'en ai deux, j'en ai trois.
Je n'ai Et même quatre, celles je les qui gère. vont vouloir imposer ça, hein. Moi, c'était t'en as Ouais, quatre. Déjà, moi, avec deux, c'est compliqué. voilà, Bah, c'est alors, ça. quatre, j'imagine même pas. C'est pas non plus imposé que je sois forcément fatiguée, mais on s'attendait à ce que je Ouais. sois fatiguée. Et des fois, j'ai pu dire que j'étais Mhm. fatiguée. Ah bah oui, mais t'en as voulu quatre aussi, hein. C'est ça. Et, Voilà, c'est ça. Parce sauf que, qu'en fait, pardon, ce que les gens je suis ne en comprennent pas, postpartum. Donc, non, mais sauf que du coup, tu dis, bah, excusez-moi, mais je suis en postpartum, j'ai le droit peut-être à ce moment-là d'être fatiguée. Et puis, même si je ne l'étais pas, j'ai le droit d'être fatiguée. Vous n'êtes Mhm. pas fatigué des fois? Moi, c'est ce que je leur réponds. Vous n'êtes pas fatigué, à la fin de votre journée, vous n'êtes pas fatigué? Ils ont en général rien à répondre. Je pense qu'il faut aussi utiliser la communication assertive à exact, ce bah oui, niveau-là. tout à fait. Mm. Tout à fait. Et puis, un moment de détresse ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa vie. Mm. C'est Sauf que ça. Mais ils vont non, tourner la chose dans le sens où non, tu n'aimes pas ta vie, tu te plains de ta vie. Non, c'est juste là aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur, j'ai un souci. Mais Ouais. ça pourrait aller mieux demain si tu m'écoutes au lieu de me faire des reproches. Et c'est pour ça que c'est si important, lorsqu'on entre dans ce type de période-là, d'aller vers une thérapie ou un coaching parce que Mhm. l'entourage, même avec la meilleure volonté du monde, parfois ne Ouais, comprend pas c'est et ça. est très maladroit. Très, ce très qui est maladroit. Donc, du étrange, coup, c'est vraiment ça n'aide étrange. pas. C'est Mais vraiment parce que étrange ça parce blesse que encore plus, vu que c'est eux qui sont censés t'apporter le bien-être. C'est les premières personnes sur qui on va compter. Et quand tu ne reçois pas cette aide à laquelle tu attends, ben, ça fait très mal parce que tu perds un peu tes repères. Tu te dis, tiens, si eux ne sont pas là pour moi, comment je vais faire pour m'en sortir? Donc, c'est vraiment ça. ça questionne l'histoire de la place de la femme aussi et du déplacement des familles aussi. À un moment donné, il faut quand même aussi revenir à ça, le fait que on dit souvent, mais moi maintenant elle m'agace un peu cette phrase, il faut tout un village. Je pense que s'il faut tout un village, il faut arrêter de le dire et il faut le créer, tout Voilà, simplement. on est d'accord. Mais les femmes se retrouvent isolées et dans ce type-là de situation, parce qu'en fait, il n'y a plus d'autres personnes, parce que le noyau familial a été éclaté. Et de cet Mhm, éclatement est née aussi une société individualiste qui fait tout à fait. qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande de l'aide à quelqu'un, ah bah non, mais écoute, hein, c'est chacun ses affaires, tu t'occupes et puis voilà. Non, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que on va dire, comment est-ce qu'on peut répéter dans n'importe quelle situation? Moi, je suis spécialisée naissance, maternité et deuil. On va dire, bon, il faut que tu dormes suffisamment, il faut que tu boives suffisamment, il faut que tu manges correctement, il faut que tu fasses du sport et il faut que tu aies un cercle proche Mhm. qui soit sécurisant. Pourquoi est-ce qu'on... C'est tous les cycles de la vie là, dont on parle. Et dans tous les cycles de la vie, le lien social revient en plus, mais parce qu'il n'est plus aussi présent qu'avant. Ouais. Et donc, Mhm. c'est critique pour la santé mentale des femmes là-dessus. Et je trouve aussi qu'on cherche à avoir cette image de la maman parfaite. Et la maman parfaite, c'est la mère sacrificielle, en fait. C'est Mm. celle qui va se Exactement. sacrifier pour ses enfants, pour sa famille, quitte à en mourir. Alors, si elle en meurt en plus comme ça, ah, mais c'était une maman incroyable. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'est poussé beaucoup trop à bout pour ses enfants et qui en faisait peut-être beaucoup trop. Maintenant, c'est aussi ça. Mais souvent, la maman parfaite, de toute façon, qu'on fasse comme ci ou comme ça, qu'on fasse crêpe d'un côté ou crêpe de l'autre, ça n'est jamais suffisant. Et donc, moi, c'est aussi ça que ça questionne. C'est-à-dire qu'on est quand même à une époque, on est en 2024, mais les écrits de Donald Winnicott, ils n'existent pas, qui nous parlaient de la pédiatrie, de la connexion de l'enfant et de sa mère, de la place aussi et de la mère suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne. Il dit pas maman parfaite, il dit mère suffisamment bonne, celle qui pense en conscience et qui peut donner ce qu'elle a et ce qu'elle a est déjà suffisamment bon. Ça, c'est quelque chose, finalement, on l'apprend en psycho, j'aimerais qu'on l'apprenne au jour le jour, en fait. Le fait d'être suffisamment bon, et je pense que c'est bon pour tout le monde de l'apprendre. Et de ne pas vouloir absolument performer sa vie, mais simplement la vivre. Et donc, du coup, oui, dormir suffisamment, créer du lien, d'être avec des gens, d'être en interaction, d'avoir des temps de qualité les uns avec les autres et de créer ce village mondial si vous voulez, mais ce village en fait. Et du coup d'élever un peu le niveau d'intelligence émotionnelle et d'empathie. Parce que là, on parle aussi de ces réflexions-là, elles viennent parce qu'il y a un manque d'empathie, un manque de Tout retour à fait. sur soi, de comprendre en fait ce que l'autre est en train de vivre. C'est grave quand même. Parce qu'un déficit empathique comme ça crée des sociétés qui sont malades en fait Ah ben de oui. personnes qui vont être sous Xanax,
de burn-out maternel, de dépression, du pré, du postpartum et plus tard, ça crée des crises, ça crée des suicides, ça crée des violences éducatives. On parle de quelque chose qui est extrêmement grave. Tous ces Oui, changements-là sont graves. Au final, c'est Exactement. quoi la mère parfaite? Enfin, l'image de la mère parfaite, elle sera tellement différente d'une personne à l'autre mais oui, c'est ça. qu'on peut même pas en fait dire que je veux être la mère parfaite. Parce que ce Exactement. qui est la mère parfaite pour toi ne sera pas la mère parfaite pour l'autre. Donc tu seras toujours critiqué, quoi que tu fasses. Mais Mhm. déjà, le côté poussif aussi, hein. Mm. Le côté poussif, tu sais même, là, j'ai revu une interview de Simone de Beauvoir qui parlait de l'émancipation de la femme par le travail. Mais ça a Mhm. créé beaucoup de choses aussi, parce que tu parlais, Laura nous parlait du fait d'avoir été dans une équipe d'une entreprise de mamans, de femmes mamans, qui du coup, voyaient pas de problème à prendre un congé ou quoi que ce soit. Et on se retrouve dans d'autres entreprises où c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a confondu le fait d'être une femme qui allait travailler et gagner sa vie et faire des choses qu'elle aimait et compagnie, avec le fait de prendre la place d'être un homme aussi, d'une certaine manière, et de se Mhm. comporter comme un homme. Moi, j'ai rencontré des femmes patrons, enfin patronnes, qui étaient pires, voire tyranniques par rapport à leurs collègues, à leurs pères masculins, en fait. Parce qu'à un Mhm. moment donné, il y a eu cette volonté, et je pense que c'était nécessaire pour pouvoir aussi prendre les devants et se dire, bah non, on a le droit de travailler, on a le droit de le faire. Mais à un moment donné, des fois, ça allait un peu trop loin. Ça allait un Ouais. peu trop loin, pas dans l'émancipation de la femme, mais je pense dans l'éducation qui a pu être donnée par la suite et de vouloir être absolument forte. Et du coup, c'est pas Mhm. forte, c'est pas être un mur, quoi. C'est pas être un mur C'est ça. qui est horrible, qui crie et qui est très dur, en fait. Qui Ça perd son empêche. âme au final. Exactement. Et donc, on peut avoir une manière de manager qui est beaucoup plus souple aussi, qui n'est pas dans la violence permanente et qui amène d'autres femmes à être en dépression par la suite aussi. Mhm. Tout À à Ça, c'est fait. l'inverse, un truc que j'ai vu aussi. à l'inverse, moi, quand j'étais enceinte de mon troisième, que je l'ai annoncé à mon patron, sa réaction, c'était de me dire, oh non, comme si c'était quelque chose de waouh. Bon, après, il s'est repris en me disant, non, mais c'est chouette pour vous, hein. Mais c'est moins chouette pour la boîte, hein. Ah bah ouais, il va falloir chercher du monde, il va falloir former la personne, Ouais. on va faire des frais. Et d'ailleurs, il n'a pris personne pour me remplacer tant que je n'étais pas partie. Il voulait prendre personne, alors que je le tannais depuis des semaines et des semaines en lui disant, écoutez, je sens que je n'irai pas jusqu'à mon congé maternité, il va falloir anticiper la Mm. recherche de ma remplaçante pour que je puisse la former correctement. Mais en fait, il m'avait dit clairement, vous n'aurez pas de remplaçante tant que vous ne serez pas partie. Et à l'inverse, mon responsable, qui est un homme aussi, quand il a vu que je galérais, pourtant, enfin, j'étais enceinte que de quelques semaines, mais je galérais déjà. Bah, en fait, il était le premier à me dire: «Élodie, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Ouais, t'inquiète pas, on va te mettre un stagiaire pour t'aider, machin». J'avais sciatique des 2 côtés, je devais grimper de partout et tout. Il m'a même changé de secteur pour voir un petit peu ce qui était le plus facile pour moi. Enfin, et c'est drôle parce que vraiment, j'ai eu vraiment 2 personnages totalement différents. Mon Ouais, patron qui refusait limite la grossesse et mon responsable qui a tout fait pour me soulager le travail, quoi. Donc, mhm. d'un côté, on a un mauvais manager et finalement, de l'autre côté, on a un bon manager. On a celui C'est qui ça. respecte la loi Mhm. et celui qui ne la respecte pas. Parce que dans la Exactement. loi, c'est quand même écrit que du coup, on doit avoir des bonnes conditions pour pouvoir travailler. Donc déjà là, et le nombre de femmes qui ne le disent pas, qui n'osent pas dire en fait C'est que bah ça. non, c'est comme le fait d'annoncer sa grossesse, ça ne devrait pas être une problématique. Bien Et sûr. sa réaction personnelle, finalement, sur le moment, je vais être brutale, mais on s'en fiche. Parce Mmh. qu'en fait, il n'a pas à avoir de réaction face au fait que ben oui, une partie de l'humanité enfante. Bravo, c'est bien. D'où viens-tu? D'où viens-tu à ce compte-là? Peut-être que tu viens de la planète Mars, peut-être qu'à ce compte-là, dans Mars Attack, ils font les enfants autrement. Mais a priori, là, ben, moi, je suis enceinte. Alors, je vais peut-être pas te faire un cours de biologie, mais du coup, je suis enceinte. Donc, ça fait partie des choses. Donc, soit tu n'engages que des hommes, mais ça n'empêche pas que peut-être un homme prendra son congé parental à un moment donné et Exactement. tu l'auras pas vu venir. Ou alors, ben, tu comprends qu'il y a aussi des femmes qui sont là, qui sont tout aussi capables, mais tout simplement qu'elles partiront parfois enfanter. Et ça vient aussi sur le recrutement des femmes. Le Mhm. recrutement, c'est-à-dire qu'on va leur demander de faire les choses, mais ouais, mais si elle a la vingtaine, qu'elle sorte son diplôme, mais qu'elle n'a pas encore d'enfant, ça va être compliqué parce que peut-être qu'elle va partir en congé, enfin peut-être qu'elle va tomber Et enceinte, partir en et congé maternité, il y en congé a qui parental. posent la question en plus. Mais oui, complètement. Et puis C'est après, de totalement l'autre illégal, côté, mais
T'as celles qui ont déjà des enfants. Ah, mais oui, mais elle, ça va nous embêter avec les gardes et compagnie. Si son enfant atchoum un jour, ça y est, c'est bon, elle va quitter son Ouais, travail c'est plus ça. tôt. Ça, c'est toute une construction, en fait, de l'image et en fait, qui n'est pas empathique. Voilà, c'est le mot qui me Qui vient. n'est pas empathique et qui n'est Qui pas n'est pas humaine. réaliste. Qui n'est pas Non. réaliste et qui n'est pas humaine. C'est pas une vision humaniste des choses. C'est pas, enfin, je sais pas, c'est même une naturaliste hein, de comprendre biologiquement qu'il se passe des choses dans son monde en dehors des sous, quoi. On n'est pas dans le milliardaire qui compte les étoiles dans Le Petit Prince, quoi. À un moment donné, dans les étoiles, il y a aussi, ben voilà, de la poudre, il y a aussi plein de choses qui font que ça n'est pas que des étoiles, quoi. Donc on peut pas compter que son chiffre. Et à ce moment-là, et comme tu ne peux pas engager, alors ça par contre ils sont au courant, ils ne peuvent pas engager que des hommes, sinon c'est de la discrimination. Mais ce dont il a fait preuve avec toi, Élodie, c'est aussi une forme de discrimination. Donc Ben voilà, oui. il aurait pu t'épuiser et que tu perdes ton bébé. C'est déjà Mm. Mais arrivé. oui, clairement. Mais Que j'ai- en fait, si je m'étais pas écoutée et que si j'étais pas allée voir mon médecin, un trauma de grossesse en lui disant j'en peux plus, arrêtez-moi, ben en fait, ouais, il m'aurait clairement épuisée et ma sage-femme me l'a dit. Voilà, Je serais allée au bout, ça aurait été Hallucinant. dangereux pour mon bébé. c'est ça. Il y a des femmes qui prennent le risque parce qu'elles osent pas. Et Mm. je trouve ça dramatique, quoi. Enfin, c'est. Oui. Oui, parce que là, elles vont jusqu'à l'épuisement. C'est aussi, Mhm. enfin, ça fait partie de toutes les caractéristiques qu'on peut trouver dans la dépression, notamment en période périnatale, quoi. C'est du coup dans quel environnement elles ont évolué, quoi. Et puis Tout si à elles ont été fait. harcelées parce qu'elles étaient enceintes, ça peut être aussi Exactement. une difficulté, quoi. Et, C'est et surtout que même. là, ton manager, il n'était pas très futé parce que, en fait, bon, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est la réalité, hein. Parce que dans le sens où si tu mets bien ta salariée, du coup, elle va pouvoir contribuer à l'entreprise et en plus, tu étais une salariée qualifiée. Mm. Donc, tout aurait pu beaucoup mieux se passer, en fait. Mais C'est sauf que ça. maintenant, en fait, on voit la différence entre les bons managers et les mauvais managers. C'est-à-dire que le bon Exactement. manager, il va comprendre qu'un élément de qualité, on fait tout pour le garder, on fait tout pour qu'il soit bien. Le Ils mauvais s'en manager, il va ils s'en être que foutaient, dans la quoi. performance du moment. Il ne va pas penser à dans 1, 2, 3 ans, en fait. Si tu perds un employé de qualité, eh ben, tu vas te retrouver avec tout et n'importe quoi. Donc, clairement, lui-même, il ne connaissait pas son travail, quoi, hein, quelque part. Et il te Non, met mais la pression à toi parce qu'il veut atteindre ses propres objectifs. Parce que toi, tes objectifs, tu aurais pu les atteindre d'une autre façon. mm, Mais il a pensé qu'à lui et au final, ça a été bénéfique pour personne. Et c'est très souvent dans ce genre de situation-là que se retrouvent les femmes enceintes mm. qui ont un Ce, travail. ce même patron, lorsque je suis revenue de mon congé maternité de mon deuxième, il mettait en place des nocturnes. Et donc, il nous demandait de faire des nocturnes. Moi, je suis allée voir, je lui ai dit, bah, en fait, ce n'est juste pas possible. J'ai un bébé de 3 mois à la maison. À l'époque, ben, il avait un RGO. Mm. Donc, je lui ai expliqué, il a des trous digestifs. En fait, c'est juste pas possible que je le laisse la nuit à son papa, à 3 mois. J'allaite. Allô? Et ce à quoi il m'a répondu, ok, je vous laisse cette année ne pas faire les nocturnes. Par contre, l'année prochaine, vous en ferez plus que les autres. Ah ouais, ok, d'accord. Vous pouvez être puni. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Bon, au final, l'année d'après, je n'en ai pas fait. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il était hors la loi sur certaines pratiques. Donc, il a fait ça sur la base du volontariat. Donc, moi, je n'étais pas volontaire. Mais voilà, oui, Mais quand même, le côté un petit peu punition derrière de, bah écoute, hein, tu nous fais perdre notre temps ou tu nous fais faire des efforts, changer les choses, ça ne va pas. Donc voilà, mm, enfin, c'est très grave en fait. C'est vraiment très grave. Mais c'est là qu'on voit aussi ce côté où on a ces personnes qui ne parviennent pas à gérer leur frustration. Parce que s'il a pu réagir de la sorte, ça veut dire qu'il avait une certaine frustration à l'intérieur de lui. Et quand ils sont face à une personne qui est en position de vulnérabilité, ben, il n'hésite pas, hein, il n'hésite mm, pas à se défouler parce qu'il voit que, tiens, elle a besoin de moi, elle a besoin de me supplier, elle a besoin de mes faveurs. Et on a beaucoup de personnes comme ça, hein, qui vont se défouler, quoi, mais sans même réaliser l'impact de leurs Mhm. paroles ou de Mais leurs actions sur la personne. Ici, de surcroît, une femme enceinte ou une maman qui vient d'accoucher, c'est très grave, ça. mm. Mais c'est Exactement. drôle Mais parce que tu... je faisais que dire à mes collègues, mais de toute façon,
lui, il a un besoin de reconnaissance de ouf et un besoin de pouvoir, quoi. Et c'est Voilà. assez dingue parce qu'au début, quand il est arrivé dans la boîte, il voulait faire ami avec les. Il avait dit, moi, je veux pas qu'il y ait de barrière entre. C'est pas parce que je suis patron que vous êtes employé qu'il y aura des barrières. Donc, il est arrivé en mode pote, en fait. Mhm. Et en fait, Hmm. moi, il était pote avec nous, et plus il était frustré, et plus il était méchant, quoi. Enfin, c'était juste incroyable. Et dès qu'on n'allait pas dans son sens, ah bah on était sa cible à abattre. Mais après, en France, c'est là qu'on voit qu'on est quand même très en retard. Parce que moi, je vois, parce que j'ai mon frère et ma sœur qui vivent aux États-Unis. Et aux États-Unis, les mentalités ont énormément changé. C'est-à-dire que Mm. maintenant, une femme enceinte ou une femme qui a déjà des enfants, ils considèrent qu'elle est un atout pour l'entreprise parce qu'ils savent qu'elle en veut et qu'elle sait gérer les choses. Exact. Contrairement à la France, on va se dire, oh là là, c'est une faiblesse. Mm. Une grossesse, c'est une faiblesse là-bas. Ils voient de plus en plus cet aspect-là comme une richesse. Et même de plus en plus dans les pays d'Afrique, c'est la même chose. Parce qu'ils se disent, c'est quelqu'un qui sait gérer. Donc, quelqu'un qui Oui, sait gérer déjà une famille, c'est quelqu'un qui, dans exactement. l'entreprise, va savoir faire les choses. Donc, Certain. vraiment, tu vois que là, les mentalités, elles n'évoluent pas, en fait, Mhm. dans le monde du travail en France. Et c'est Et ça, c'est dramatique. Tu te dis, dommage. mais Donc, quand ça est-ce que ça va questionne évoluer? le côté faiblesse. En quoi est-ce qu'on est plus faible? Alors, ah oui, parce qu'on porte la vie, Exactement. donc du coup, on est censé être plus faible. Mais enfin, moi, ça me questionne quand même sur le sens de la vie, déjà, selon certains types de personnes. Mais à partir de quand on va considérer qu'une partie de l'humanité est faible alors que c'est elle qui fournit les citoyens et les futurs travailleurs aussi du monde, a priori. Mais oui. Euh, et en quoi ça n'est pas un métier. Il y a eu des études aussi aux États-Unis hein, pour dire combien serait rémunérée une femme au foyer, vu toutes les tâches qu'elle mettait en place et compagnie. Alors ça fait beaucoup, beaucoup de débats. Euh, mais, On euh, gagnera le jackpot, hein. mais ça, oui, mais ça n'empêche que tu vois, c'est quelque chose qui a été requestionné cette année parce que avec le congé de naissance arrivant et compagnie, ça a été aussi un des points mis sur la table en disant, mais du coup, il faut revaloriser aussi la rémunération des parents qui sont au foyer. Bon, en définitif, je pense que ça va être peut-être plus problématique qu'autre chose et que, ben voilà, on va ouvrir nos cabinets. Mais Ah, il faut se dire que c'est Certains. un bon début. je sais pas si c'est un bon début de réduire le congé Qui? parental. Non, mais là, je suis énervée. Non, parce que je pense à toutes ces femmes, voilà, où en fait, elles vont avoir 6 mois, 7 mois, et que là, elles ont un an reconductible 2 fois, et que là, il y a pas, on parle pas de reconduire quelque chose, on parle pas de reconduire l'expérience des 6 mois. Un homme, ce sera en moyenne 4 mois, et une femme, ce sera en moyenne 6 mois. Pour, dans les calculs qu'ils ont fait et compagnie. Mais du coup, ça veut dire que là, après, au bout de 6 mois, ton enfant, hop, crèche, ça y est, c'est terminé. J'ai le livre là, je voulais le présenter tout à l'heure, mais ceci et mon postpartum, ça existe quoi. Hein, la parole des femmes libérées, savoir que le postpartum, ça dure 3 ans. Certes, le congé parental actuel ne va pas, il va pas aux 3 ans de l'enfant, il va jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais c'était pas pour rien non plus. Ça Mhm. fait longtemps qu'on le sait que le post-accouchement, ça dure plus longtemps que ce qu'on croit. Il y a ce temps de repos nécessaire parce qu'en fait, enfanter, oui, ça fatigue, mais ça ne veut pas dire que nous sommes fragiles, ça veut simplement dire que Mhm. c'est fatigant. C'est Mais comme un oui. coureur cycliste, demande-lui après de refaire la course, il te dira non, tout simplement. Il a besoin d'un temps de repos. Et puis de reconstruction en fait de ses muscles, de Mhm. son énergie et compagnie. Donc c'est la même chose pour une femme, mais ça, c'est pas reconnu pour les femmes. Et de l'autre côté, on va pas reconnaître non plus le fait que l'enfant et le lien d'attachement ben, puissent mettre autant de temps à se mettre en place, que ce soit entre la mère et l'enfant ou entre le père et l'enfant aussi, qu'il y a des liens Mhm. qui se créent, qui sont nécessaires pour la santé même de l'enfant, hein, dans sa construction, dans son développement, et puis plus tard, sa santé mentale aussi. Je rappelle le lien. Moi, je ne démordrai pas du lien d'attachement et du lien social que les enfants doivent avoir avec les premières personnes qui sont avec eux, en fait, et la conscience qu'on doit mettre dans le fait de s'occuper de ces enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester forcément avec eux, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et garder en tête que on ne peut pas faire n'importe quoi comme ça avec la vie des gens, en fait, de décider Mais si oui. tu prends pas, on te rémunère tant, enfin,
sur la base des sous, on met beaucoup de choses Mhm. aussi, en fait. Il y a des femmes qui vont aussi travailler à contre-cœur, mais parce que la rémunération n'est pas suffisante lorsqu'on est en congé parental. Donc, il y a C'est aussi ça. ça. Donc, effectivement, c'était un premier pas pour essayer de revaloriser. Mais à voir comment ça évoluera Mhm. au fil de l'eau pour ces femmes. Oui, Euh, c'est surtout ça, voilà, oui. si ça se passera bien pour elles. Est-ce que l'accompagnement à côté sera suffisant? Est-ce qu'en entreprise, il y aura des efforts de fait aussi pour que les femmes puissent aussi s'en sortir et pouvoir discuter avec justement leurs responsables, leurs managers et compagnie, que ce soit hommes ou femmes, pour qu'il y ait un vrai dialogue en fait, et dans l'entreprise, et à la maison, et ailleurs. C'est tout l'environnement en fait qui est à questionner et effectivement, peut-être en France, à déconstruire en fait réellement parce que Mhm. on va sur des taux alarmants de dépression, de burn-out et de suicide. Et ne serait-ce que dans la première année de vie du bébé, ça n'est pas Mhm. la seule raison, bien sûr, mais c'est quand même aussi un gros niveau de stress et de charge mentale. Et cet équilibre vie pro, vie perso, ça en fait partie aussi, quoi. Ouais, Exactement. d'ailleurs, Après, vas-y, Surtout ouais, quand Marca. on... Vas-y, oui, vas-y. je disais que d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait aussi penser aux parents qui ont les enfants, par exemple à l'école primaire, les enfants qui ont encore besoin que les parents soient présents. Et quand on a tout cet aspect professionnel qui devient déjà compliqué, ça devient aussi compliqué pour les parents de faire un suivi de qualité pour les enfants. Et du coup, ça empathie sur les professeurs aussi. Et du coup, ça crée les problèmes entre l'enfant, les professeurs et les parents. Et ça, on a tendance à oublier hein, que tout est lié en fait. Tout est lié. Si on n'y travaille pas, ben, ça crée des problèmes de tous les côtés. Parfois, on se questionne, mais pourquoi l'enfant, il n'arrive plus à suivre? Ben, si ça ne va pas au boulot, si ça ne va pas dans la vie professionnelle, si ça ne va pas au niveau de l'organisation, quand le parent est fatigué, il ne peut pas beaucoup donner. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais si on est fatigué, ben, Mhm. ça devient compliqué. Tout Donc, à c'est fait. pour ça. Et je me rappelle, j'avais suivi il y a quelques années un atelier qui m'avait fait beaucoup de bien. C'était justement sur les avantages hein, d'être une femme, où on avait une formatrice qui formait des gens dans différents pays. Et elle relevait aussi le point dont Annie parlait sur le fait que être une maman, en fait, on a tendance à le voir comme étant une fatalité parce que vu que avec toutes les questions qu'on te pose, tout le côté négatif qui est souvent soulevé, et elle nous parlait aussi justement de la mentalité hein, américaine, où elle disait que eux ils sont plus du côté de l'expérience en fait, alors que nous, les francophones, on est trop dans la performance et dans la peur. On a tellement peur de se dire, tiens, elle va nous embêter, les garderies et tout ça. Alors que les autres, ils se disent, tiens, elle a de l'expérience, ça veut dire que elle a dû faire face à pas mal de situations et que toute cette expérience nous sera bénéfique. Elle aura aussi des choses à nous apporter. Et ça m'avait quand même beaucoup aidé parce que j'étais trop inquiète pour moi. Moi, être maman, ça me faisait peur. Je me disais, mon Dieu, comment je vais faire si je dois aller chercher les enfants, les crèches et tout ça. Et ces moments où les enfants, ils ont l'otite, les allergies, les maladies. Parfois, il faut enchaîner une semaine. Avant, je paniquais, quoi. Et on a vraiment besoin d'en parler. On a beaucoup de mamans ont besoin de l'entendre parce qu'elles sont là, Mhm. elles se rendent malades parce qu'elles se sentent seules, du coup, avec ça sur la conscience et elles culpabilisent alors que c'est juste humain. Hmm. Je C'est te ça. laisserai la main, Elodie, et puis justement, ça peut me passer au dernier tiers aussi de l'émission qui est qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous savez, il y a toujours cette question. Finalement, alors, maintenant qu'on a fait l'état des lieux, on a chacune partagé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, vas-y, Elodie, je t'en prie, sur ce que tu voulais dire juste avant. Eh ben, je me rappelle plus. Tu sais, mon taux de concentration est pas très élevé chez moi. Écoute, ça te revient, n'hésite pas. Ouais. En tout cas, oui, maintenant, bah, le dernier tiers, c'est quelle solution on peut apporter? Quelle solution vous avez trouvé pour essayer de concilier, de trouver un équilibre dans votre vie pro et votre vie perso, là, présentement? Euh,
Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui peut-être vont regarder l'émission et en replay? Je sais qu'il y en a certaines qui vont regarder en replay sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces femmes pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir aussi terminer cette émission? Parce qu'il est tard, on va aller se coucher. Bah, déjà, être à votre écoute et connaître vos besoins. Ça, c'est hyper important. Quels sont vos besoins? Si vous avez besoin de plus de temps avec vos enfants, si vous avez besoin de plus de temps de repos, faites attention à ce qu'il vous faut. Et en fonction, prendre aussi les paramètres famille, donc le nombre d'enfants, l'organisation, etc. Et être consciente qu'on trouve toujours des solutions et que rien n'est figé. Surtout ne pas se laisser dominer par la peur, parce que votre santé physique et mentale, ainsi que celle de votre famille, c'est ce qui passe en premier. Le reste, on peut toujours y remédier d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, votre bien-être à vous et votre bien-être familial, c'est ce qui compte le plus. Parce que si demain, il y a des répercussions, ce sera beaucoup plus dur à soigner que de devoir, je ne sais pas, trouver un nouvel emploi. Déjà, si demain vous êtes en burn-out, soyez sûr que votre employeur, il va s'en moquer totalement. Il va juste vous remplacer. Donc, ça ne vaut pas le coup. Faites ce qui est bon pour vous et pour votre famille d'abord. Le reste, ça découlera par la suite, mais il faut être le centre de toute votre vie, en fait. Vous et votre cercle. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne parce que je vois beaucoup de femmes qui ont fini par littéralement péter les plombs et ça ne les a pas enrichis à aucun niveau, que ce soit financièrement ou autre. Donc, vraiment, soyez le centre. Et le reste, il y a toujours des solutions. Moi, c'est vraiment le conseil que je vais apporter ce soir. Et toi, Elodie? Moi, je dirais de se programmer et dans un premier temps de s'obliger à prendre du temps pour soi. Pas forcément besoin de prendre des heures et des heures, mais voilà, se programmer un temps par semaine et le ritualiser en fait pour se ressourcer. Parce que ça, on oublie tellement, on y fait passer au second plan alors qu'en fait, c'est super utile. Moi, je sais que maintenant, c'est plus une obligation, mais j'ai ritualisé 10 minutes, 10-15 minutes de méditation plusieurs fois par semaine. Et, et ça me ressource de ouf. Et toi, Marca? Pour moi, c'était déjà de connaître ses propres blessures et puis vérifier si on est guéri ou pas. Parce que très souvent, on va aussi réagir hein, par rapport à nos blessures. On peut avoir une certaine attente par rapport à sa condition d'être maman en se disant, tiens, quand je serai maman, ça va aller, je serai heureuse et tout ça. Alors que parfois, ça peut provoquer un effet contraire. Donc, c'est très important de faire attention et puis justement de s'écouter. Et je rejoins aussi Annie et Elodie pour vraiment connaître ses besoins et les prendre au sérieux et ne pas oublier qu'on est une femme avant tout, hein, avant d'être maman. On est une femme, on est d'abord humaine, même si c'est pas toujours évident de s'en rappeler quand on est maman parce qu'on fait passer ses enfants, surtout quand ils sont petits, on les fait passer avant tout. On fait passer tout le monde avant tout parce qu'on a cette impression que, voilà, pour être quelqu'un de bien, mais on est une femme avant tout parce que si on n'arrive pas enfin, à mieux s'organiser en tant que femme, ça va être un peu compliqué. Ça va en pâtir justement sur notre rôle de maman, notre rôle d'épouse, de conjointe. Voilà. Mm. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, moi, j'ajouterais qu'il est important que vous puissiez trouver votre propre tempo, votre propre saisonnalité, votre propre temporalité. C'est-à-dire que peut-être que la maman A, la maman B, la maman C va faire de telle manière, mais vous, vous êtes la maman Z. Donc, vous devez trouver votre propre rythme et votre propre manière de faire. Et je reprendrai les dires de Monsieur Winnicott, vous êtes une mère suffisamment bonne, quoi qu'il arrive. Donc, prenez le temps
de comprendre effectivement, comme le disait Marca, de comprendre vos blessures, de vous prioriser, comme le dit Annie, de mettre des choses dans votre planning, mais votre planning personnel. Moi, je sais que j'insiste avec les femmes que j'accompagne sur votre propre planning. Et ensuite, il y a le planning familial, le planning des enfants, et de pouvoir peut-être aussi, petite astuce, vous mettre un reminder, une petite alarme dans votre téléphone qui vous autorise à jouer, à décompresser. Ça peut être simplement 5 minutes pour se mettre de la musique. Ça peut être 5 minutes pour danser parce que là, vous avez envie, chanter, faire de la musique, trépigner, sortir, 5 minutes. Juste ces 5 minutes-là. Et que ce soit dans votre travail ou ailleurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous arrêtez votre activité, ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. On ne parle pas dans une réunion professionnelle du lundi matin, hein, calmez-vous. Mais en tout cas, essayez de programmer ça pour que votre temps, ce soit pas juste à côté de la machine à café, mais que ce soit un temps où je sors 5 minutes. Et pas forcément une pause clope, mais je sors 5 minutes et je vais danser, je vais faire ça, je vais faire tel truc, je vais écouter ma telle musique. Je vais prendre ce temps de lire, de lire un livre qui m'inspire, qui me fait du bien, juste 5 minutes. Ces 5 minutes-là où vous vous ressourcez et ensuite vous revenez. Vous revenez au travail, vous revenez avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Vous revenez dans la vie, vous pouvez donner parce que vous êtes nourri, vous êtes ressourcé. Et vraiment, c'est très important. Et pensez aux fondamentaux. Moi, comme je dis à mes enfants, dormir, manger, boire et la sécurité. Finalement, la sécurité qui englobe tous les autres paramètres, mais la sécurité et la bienveillance avec soi-même qui sont fondamentales et qu'on peut retrouver à la fois pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Voilà, donc revenez aux fondamentaux, prenez soin de vous et faites attention à votre saison et à votre rythme. Je vous conseillerais le livre d'Ilana Weisman, hein, Ceci est notre postpartum. Voilà. Bon, bien sûr, les livres de Simone de Beauvoir et compagnie. Mais si ça ne va pas aussi, il y a l'association Maman Blues. Voilà, je la recommanderais plusieurs fois aussi, mais pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir faire en tout cas, être prévenu sur les conséquences aussi de l'épuisement. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie, c'est la possibilité qu'on donne maintenant, après This is Our Maternity, de prendre rendez-vous avec chacune d'entre nous, si vous en ressentez le besoin, pour des questions spécifiques. Donc, je rappelle que Annie est coach en estime de soi au féminin, que Elodie est accompagnatrice périnatale et que je suis musicothérapeute, experte auprès des femmes en situation de détresse maternelle. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le lien sur notre bio Instagram. Vous pouvez faire partie de la communauté aussi WhatsApp et voilà, et venir vers nous et prendre rendez-vous. C'est un appel offert, voilà, pour toutes les femmes, pour vraiment vous accompagner et que vous puissiez, oui, faire entendre votre voix, faire le choix d'être celle que vous avez envie d'être et puis de vous accompagner, de prendre soin de vous jour après jour. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et vus, peut-être en replay, on ne sait pas. Des fois, vous écoutez en podcast, on ne sait pas comment vous faites les choses. Dites-nous d'ailleurs comment vous faites. On va se retrouver dans 15 jours pour la prochaine émission. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé. C'est vraiment un temps d'échange qui est précieux, à la fois pour vous et à la fois pour nous aussi dans notre travail. Et, et on vous souhaite une très, très belle soirée et à tout bientôt. Salut. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée à tous.